Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle d'un très curieux ouvrage, La science du point d'honneur, écrit par A. Croix-Bron. Croix-Bron. J'ai fait une recherche, un wiki, j'ai absolument rien trouvé sur ce A. Croix-Bron. Alors, c'est quoi la science du point d'honneur? C'est comment... L'ouvrage a été publié en 1894, je vais vous le montrer. Et c'est quoi au juste? C'est comment encadrer les règles de duel. Oui, les duels. À l'époque, en Europe, on pratiquait le duel. Alors, il explique là-dedans les diverses formes d'offense. Et écoutez, c'est un lourd pavé avec en annexe, en appendice. Je vais vous lire les... Je vous lirai pas tout ça parce que de toute façon, c'est pas possible. L'ouvrage compte 600 pages. Mais je vais en profiter pour... Non pas vous révéler un scoop parce que c'est pas un scoop, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je me propose de colliger dans les prochains jours les poèmes que j'ai écrits sur ma plateforme. Et je tiens mon titre. Le titre, c'est La science du point d'honneur. Alors, ou, sous-titre, Portrait du néo-poète en duellettiste. On me dira, ah oui, les duels, les duels. Il y a peu de temps, un intellectuel, non pas de renom, je ne connaissais pas son nom, je ne connaissais pas son nom. Donc, on ne peut pas dire que c'est un intellectuel de renom. Hein. Un intellectuel, dis-je, de renom, a commis un hybride à la fois pamphlet, autobiographie, contre un intellectuel de renom. Alors, si j'en suis la logique de Croix-Bron, il y a un offenseur et il y a un offensé. Comment moi j'aurais réagi si j'avais été le sujet l'objet d'un camouflet? Vu mon tempérament, j'aurais tenté, dans un premier mouvement, de faire mine que je ne suis pas touché. Mais je suis pratiquement incapable d'être indifférent. Quand je suis indifférent, je le suis de manière radicale et sans appel. Ça ne me touche pas, ça ne me rejoint pas. Mais comme je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, alors tout me touche. Alors sans doute, j'aurais été très, très contrarié d'abord qu'on se fasse du capital symbolique sur mon dos. Ça aurait été probablement ma première réaction. Merde, il veut se rendre intéressant en mettant mon nom sur le titre de son livre. Ça aurait été ma première réaction. La deuxième, j'aurais vérifié l'éditeur. Ensuite, j'aurais peut-être constaté, très curieusement, cet auteur-là est directeur de sa propre maison d'édition. On ne parlera pas de conflit d'intérêts, mais on dira assurément qu'il y a ici une facilitation. Dis-tu ça? En fait, qu'il ne s'est pas fendu le cul pour se faire éditer. Ça a été très facile pour lui, quand tu es à la fois auteur et éditeur. Te faire publier n'est pas un exploit. Ça aurait été ma deuxième source d'agacement. La troisième, semble-t-il, son ouvrage que je ne lirai pas, est émaillé de fausseté. On dit également qu'il s'en prend au physique. Là-dessus, moi j'appartiens à l'école, j'ai lu les textes de Nab, de ceux de Léon Blois. Le pamphlétaire est pas quelqu'un... Christian Saint-Germain. Le pamphlétaire n'est pas quelqu'un qui donne dans la nuance. Le pamphlétaire de race donne dans la démesure, l'outrance, l'exagération, voire la grossièreté. Le pamphlétaire vise en dessous de la ceinture. Et le pamphlétaire écrit pour faire mal.
Alors, si j'avais été l'objet comme ça d'une charge, on m'avait consacré un livre, peut-être ça viendra un jour, ça m'étonnerait quand même. Eh bien, je pense que je trouverais le moyen de répondre. Est-ce que la science du point d'honneur offre un début de réponse? Bon. Alors donc, je reviens sur mon affaire, je vais colliger mes poèmes, je vais les proposer, je ne vais pas les éditer moi-même, je vais les proposer à un éditeur, en toute humilité, et ben voilà. Sans doute je vais d'abord les colliger, j'en ai écrit beaucoup, que j'ai proposés sur les plateformes. Certains d'entre eux sont assez réussis en mon sens. Et d'ici peu, dans ma propre librairie, je vais inviter mes amis à les écouter. Hein? C'est assez plaisant d'avoir une librairie où on peut inviter un éventuel lectorat. Mais je ne me fais aucune illusion quant à la réception de mon travail. Il faut dire que les livres, en fait, les livres, c'est fou comment les livres ont occupé. En fait, les livres auront été toute ma vie. Hein. Je lis depuis l'enfance. Je l'ai dit déjà ailleurs, ils m'ont structuré, ont fait de moi l'homme que je suis. Et là-dessus, je m'interroge parce que ma faim de livres, ma fringale de livres est inassouvissable. J'ai toujours envie de lire. J'ai toujours envie de lire des nouveaux livres. Dès qu'un lecteur, un lecteur que je respecte, me met sur la piste d'un auteur, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller voir qu'est-ce qui lui avait tant plu chez cet auteur-là, ou chez cette autrice, on s'y fait, hein? On s'y fait. Il faut faire des concessions parfois à la langue. Cette concession-là, je la fais. Il faut parfois battre en retraite. Ici, je bats en retraite. Alors, j'aurais bien aimé proposer, pour en revenir je risquerais... j'avais en tête le mot... vous savez, ces animaux là qui parasitent un autre organisme. C'est sûr, maintenant, sa notoriété, de cet auteur-là, que je vais taire, il phagocyte le nom de quelqu'un d'autre. Il va mettre les gens de son clan derrière lui, mais je vous fais une prédiction. Peut-être on ne pourra pas la vérifier, mais c'est le genre de livre qu'on regrette d'avoir publié. Pas maintenant. Peut-être pas ni dans 1 an, ni dans 2 ans. Mais je suis convaincu que dans quelques années, il va se dire « J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû me retenir. » À la librairie, à Côte-des-Neiges, j'avais souvent de jeunes étudiants qui me proposaient de lire leurs manuscrits. Je refusais toujours. Hein. Je ne me voyais pas les conseiller. Et puis aussi, c'est que je manque de temps pour mes propres activités. Et je leur disais toujours à ces étudiants-là qui me confiaient leur désir d'écrire, si vous pouvez vous retenir, retenez-vous. Si c'est irrépressible, si le désir d'écrire est plus fort que tout, écrivez. Mais si vous pouvez vous retenir, si vous pouvez vous abstenir, faites-le. Alors je reviens, j'aimerais bien organiser donc un duel entre ces deux auteurs. Un qui, à mon sens, n'a pas gagné encore ses galons d'auteur, et un autre qui, lui, oui, a gagné ses épaulettes. J'aimerais bien organiser un duel entre les deux, ici, à la librairie, avec un nombre égal de sympathisants des deux côtés. Et même si j'ai un faible pour l'offenser, j'aimerais bien agir comme modérateur. Voilà. Et puis, je lance l'idée. Je sais pas. Peut-être qu'on va la reprendre. Peut-être que ça va finir. L'effet de buzz qui, pour un livre ou pour quoi que ce soit, en fait, dure très, très, très peu de temps dans notre société. Et puis, ce matin, j'ai reçu la visite de 2 jeunes hommes qui ont découvert mon existence par mes vidéos. On a échangé un bon moment. Et
je leur faisais part de cette théorie, de cette hypothèse mienne. Nous sommes dans une société terriblement petit-bourgeoise. Et une des raisons pourquoi on fouille à rebours dans la vie de certains artistes morts en plus de surcroît, qui ne veulent plus se défendre, ce qui est assez immonde comme procédé. Et ça, c'est une attitude de petit bourgeois. Le désir de respectabilité, l'envie d'ouvrir les tiroirs et de vérifier les secrets de famille, les secrets enfouis. Tout cela relève d'une mentalité chichiteuse, avaricieuse, hostile, suspicieuse, mais dont le souci de respectabilité est poussé à son paroxysme. Les apparences. Et cette traque-là de zone d'ombre chez les artistes ou chez autrui, de toute façon, ça approche du moment où il n'y aura plus personne. Non, il y aura encore des gens qui feront preuve de courage. Moi, je l'ai dit à ces deux jeunes hommes-là, moi, je vis dans une société de droit. Je suis un fou de la liberté d'expression. Je suis un forcené même de la liberté d'expression. Je vais m'exprimer et les conséquences, je ne les crains pas. Et si jamais un jour j'avais des problèmes, eh bien, j'assumerais. Et si jamais un jour on tenterait de me faire taire, eh bien, je me défendrais. Et si je devais me plaindre à la police, je le ferais aussi. Alors, il y a des menaces qu'on ne doit pas prendre à la légère, il va de soi. Mais je refuse d'intégrer dans ma psyché le fait de vivre dans un monde où on n'a pas le droit de s'exprimer, où dès qu'on ouvre la bouche, ou dès qu'on écrit quelque chose sur les plateformes, il y a une nuée de maringouins assoiffés de sang se jettent sur nous pour nous empêcher d'exister, pour nous empêcher de nous exprimer. Eh bien, moi, je refuse de vivre dans ce monde-là, tout simplement. Ce monde-là, et puis si un jour on en vient à devoir se barricader, à devoir se taire, c'est que sans doute aurons-nous atteint un degré de déchéance tel qu'il faudra que les agresseurs craignent également pour leur propre sécurité. Et tout dans la vie, à tout point de vue, est une question de courage. En fait, c'est le seul mot qui compte, le courage. Est-ce que ça prend du courage pour écrire un pamphlet? La réponse est non. Alors, je reviens à mon livre, La science du point d'honneur, qui va me servir de titre à mon recueil de poèmes, mon premier recueil de poèmes. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, c'est assez incroyable. Je vous lis un passage, et après, je vais vous lire des passages de la table des matières. Ça va vous donner un peu l'idée de... C'est ahurissant, un tel ouvrage. Hein? La question de l'honneur était tellement importante. Jadis. Aujourd'hui, la question, elle n'est plus là. Hein? Si une femme, alors les règles, les offenses. La première partie concerne les offenses. Les règles du duel, privilège de l'offensé. L'offensé du premier degré choisit son arme, qui devient celle de l'agresseur. L'offensé avec injure grave choisit son arme et son duel. L'offensé avec coup ou blessure choisit ses armes, son duel et ses distances. Et puis là, il y a des experts qui se prononcent là-dessus. Ici, exemple, M. Tavernier, suivant une opinion qui dérive de celle de M. Tavernier, exprime au sujet du choix du duel le bénéfice du choix des distances ne saurait avoir sa raison d'être que si l'offensé désigne le pistolet, parce que le duel à l'épée nécessitant le contact des deux fers au commencement de la rencontre, il ne peut être question de distance variable.
L'objection ne nous semble pas aussi péremptoire qu'elle en a l'air. On peut très rationnellement trouver l'application de notre règle en accordant à l'offensé avec voix, de fait, la faculté de déterminer la dimension du champ dans lequel seront limitées les évolutions des acteurs, faculté précieuse dans certains états physiques. Telles sont les règles qui déterminent en France la position réciproque de l'offenseur et de l'offensé. Elles sont admises par tous les auteurs. On va aller voir la table des matières maintenant. En fait, c'est ce que je vais vous lire, simplement. Et puis, c'est quand même, il y a un... On pourrait pas croire, hein? Il y a les pages, l'index bibliographique comporte quelques pages avec, à vue d'œil, une bonne centaine d'ouvrages. Je vous en nomme quelques-uns ici. Du duel de Eugène Cauchy, du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel de nos mœurs. 2 volumes parus à Paris en 1846. Répression de Louis Dufour. Répression du duel. Recherche du meilleur mode de pénalité. Paris, 1840. Fougeron de Champignol. Alors lui, il ne devait pas rigoler avec le code d'honneur. Histoire des duels anciens et modernes. 2 volumes. Paris, Tessier et Cherbulier, 1835. Ah, Brillat de Savarin a écrit un essai sur le duel en 1819. Alors, le fameux Tavernier, L'art du duel, à Paris, 1885. Alors, je vous en nomme un dernier. De Lapenouse, le duel jugé au tribunal de la raison et de l'honneur, Paris, 1802. Alors, vous voyez, cette question-là n'est pas... elle n'est pas anecdotique. On sait que Pouchkine est mort à la suite d'un duel. Et puis, peut-être d'une certaine façon, sans aller jusqu'à offrir des armes aux uns et aux autres, mais peut-être qu'il y a certaines offenses auxquelles on doit répondre par un duel. Et un duel intellectuel ici. Peut-être. Peut-être devrions-nous... l'exercice de la pensée et de la parole est un exercice violent, risqué, n'est-ce pas? Et peut-être serait-il bon de réhabiliter dans les usages au niveau symbolique le duel intellectuel et non pas se répondre par livre interposé dans la même arène de belligérants, qui puissent se regarder, qui puissent voir, là, ils ont affaire à un être humain. Là. Ouais, Ouais, écoutez, je vous lirai pas tout ça, mais je vais vous lire des passages au hasard. En fait, je vais vous lire... L'ouvrage est composé de 3 parties et une vingtaine de chapitres. Je vais vous lire au hasard. La première partie... Législation du point d'honneur, but utilité, code de Châteauvillard, des offenses en général, de la valeur et du classement des offenses, de l'offense étudiée dans sa nature, de l'offense au point de vue des circonstances qui la modifient, de la nature des armes, privilège de l'offensé. Quel beau titre, hein? Privilège de l'offensé. Je pense que je vais le retenir pour un poème, celui-là. Ah, j'aime ça. Privilège de l'offensé. Une seule réparation pour une même offense. Responsabilité des parents, des protecteurs de la femme, des journalistes, des maîtres, commettants, supérieurs hiérarchiques, mandants, des avocats et de leurs clients. Incapacité. Avec quelle personne un duel n'est pas admissible. Des témoins. Qualité d'un bon témoin. Empêchement au rôle de témoin. Tenez, je vais aller voir ça, empêchement au rôle de témoin, à la page 130.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? L'honorabilité parfaite est la qualité primordiale d'un témoin. Sont récusables, par conséquent, ceux qui ne la possèdent pas intacte. Les causes d'indignité sont les mêmes pour les témoins que pour les adversaires. Ah oui, nous venons d'examiner quel est le maximum de qualité que le mandant doit souhaiter rencontrer dans son mandataire. Les qualités d'un bon témoin. OK. Ben écoutez, je vais conclure là-dessus. Tenez. Peut-être je vais revenir demain. Peut-être. Hein, je vais l'examiner, cet ouvrage-là. C'est un ouvrage qui me donne à rêver. C'est sans doute aussi que la mollesse, hein, c'est ça aussi, hein, petit bourgeois, là, l'esprit petit bourgeois, là, chacun embusqué derrière son ordi. On n'est jamais tué que par ses témoins. Lorsqu'on réfléchit à la légèreté avec laquelle certaines personnes acceptent ce rôle difficile, on comprend la justesse de cette boutade répétée si souvent qu'elle est devenue un lieu commun. Les uns ne veulent que du sang et combat et vous laisseraient égorger volontiers pour avoir le plaisir d'assister à un duel émouvant. Les autres se préoccupent médiocrement de votre honneur et sont prêts à faire toutes les concessions pour se débarrasser d'une corvée. Le rôle d'un bon témoin exige des qualités exceptionnelles, nécessitées par les charges multiples qui lui incombent. Écoutons Château-Villard, page 105. Après avoir appris tour à tour le rôle de confident, de conciliateur, d'avocat, afin d'obtenir pour celui dont ils prennent la charge les meilleures conditions ou des réparations honorables, le rôle du juge du champ clos au moment du combat, ils ne doivent avoir qu'une seule pensée, celle de faire justice du coupable s'il arrive que le combat se passe hors des règles voulues. Ils ne sont plus les avocats des adversaires, ils sont leurs juges, mais ils ne sont jamais leurs seconds. Nous voyons que les témoins doivent joindre la conciliation à la fermeté. Ils doivent être conciliants, ils doivent être fermes, ils doivent être diplomates. Leur respectabilité doit être indiscutable. Joignez à cet ensemble de connaissances des règles du duel l'expérience des affaires d'honneur, l'habitude des armes, le coup d'œil et le sang-froid, et vous aurez le bon témoin. S'il est doté d'un ensemble physique et social qui en impose, vous aurez le témoin décoratif, l'idéal de M. Tavernier, celui que nous souhaitons à tous nos lecteurs. C'est pas possible. Attendez. Un dernier paragraphe. Nous terminons ce chapitre en signalant une erreur dans laquelle tombent parfois les antagonistes en quête de témoins. Ils sont trop portés à choisir pour ce rôle des hommes dont le seul mérite est de bien tirer l'épée ou le pistolet. À coup sûr, la connaissance des armes ne nuit pas. Nous sommes les premiers à le reconnaître. Mais il tombe sous le sens qui sait à merveille tromper un contre, sera peut-être très malhabile à arranger une affaire ou à soutenir les droits de son client. L'intelligence, le tact et les autres qualités énumérées plus haut doivent aller de pair. Alors, c'est des débats, les conséquences pénales du duel entre individus non militaires, les libelles, le coquillage, parce qu'on peut convoquer quelqu'un, on peut inviter quelqu'un au duel si notre femme nous a trompés. Vous voyez, ce genre de choses. Alors, je vous montre le livre, je vous montre c'est comme un vraisemblable. La science du point d'honneur. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été suffisamment allusif. Demain, je vous parle à l'instant de quitter la pièce
de Wallace Stevens, un agent d'assureur du Connecticut qui est probablement un des plus grands poètes du siècle. Je vais vous lire quelques-uns de ses aphorismes. C'est génial. Vivre en poésie, c'est pour ça que je suis en train de devenir un néo-poète, nous est nécessaire. Alors, vous connaissez la suite, l'atelier librairie, le livre voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal. Et vous pouvez nous joindre au 514-736-0999. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné mon numéro de téléphone. Et ben voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Merci. La chaîne qui libère. Merci. Bonne journée à tous.